viens de sortir les chiens. J'ai une faim de loup. C'est prêt. Et toi, t'es prêt? Oui, chérie, je sais gérer ma glycémie. Et avec mon nouveau lecteur One Touch Select Plus, je peux même préciser si c'est avant ou après repas. Avec le nouveau lecteur de glycémie One Touch Select Plus, sa fonction avant ou après repas et son code couleur, vous savez à tout moment où vous en êtes. Et vous pouvez profiter de chaque instant. Eux aussi, ils sont prêts. One Touch, à vos côtés pour avancer. One Touch Select Plus est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Bonsoir à tous, bienvenue sur Europe 1 et sur notre libre antenne. Notre numéro d'appel, le 39 21. Et comme d'habitude, jusqu'à 1h, la ligne est à vous. Comme d'habitude, nous allons parler. Comme d'habitude, on va échanger, sourire, peut-être même rire. Et comme d'habitude, il est question des sujets qui vous préoccupent et qui vous tiennent à cœur. L'idée de cette émission, de cette libre antenne, c'est vraiment de s'exprimer, de partager ses soucis, ses joies, de débattre. Donc je vous invite tous à nous rejoindre parce que sachez que tout de vous m'intéresse. Voilà, merci à ceux qui m'accompagnent ce soir. Je veux parler de Fabrice qui réalise pour vous cette émission avec brio et talent. Et puis merci à mes deux acolytes au standard, Quentin, Corentin, fidèle au poste. Voilà, donc on récapitule, on fait nous aussi un petit point. Le 39 21 pour nous rejoindre, 7 39 21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS que j'attends parce qu'il me donne la teneur du moment, et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Et nous allons commencer avec Teddy. Bonsoir Teddy. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu ému. C'est normal. J'ai la voix un peu éraillée parce que j'ai regardé le basket là tout à l'heure. Les filles et que vous avez beaucoup crié. Ouais, là j'ai beaucoup crié parce que les filles, elles ont eu du mal, mais elles ont fini par gagner à la fin, donc j'étais ravi. Voilà. Bon, malheureusement, c'était pas pour parler de basket féminin. Non, mais vous savez qu'on peut parler de tout si ça vous intéresse. Moi, je suis d'accord. On a le droit d'avoir des passions. Joyeux dans le sens où elles sont en finale et c'est très chouette. Moi, je suis assez féru de basket, donc voilà. Mais en fait, je vous appelais pour parler de la souffrance au travail, en fait, dans lequel je suis confronté en fait depuis quelque temps au sein de mon entreprise. Enfin, en fait, je travaille dans la grande distribution et je subis un peu la mentalité un petit peu particulière de mon directeur de supermarché. Et c'est assez difficile d'être confronté à ça au quotidien parce que j'ai l'impression qu'il cherche à me licencier et c'est assez perturbant en fait. Oui, très même. Oui, voilà, donc moi je sais que je travaille bien au sein de cette boîte de grande distribution, ça fait 10 ans que j'y suis. Qu'est-ce que vous y faites ? Je fais de la mise en rayon en fait, donc j'embauche le matin très tôt à 4h, mais je finis mes journées vers midi 13h, donc ça a aussi un avantage, mais aussi pas mal d'inconvénients du fait de se lever en pleine nuit. Ouais, vous êtes décalé. Voilà, et en plus de ça, quand vous subissez un peu les sarcasmes, on va dire, pour pas dire harcèlement de la part de votre directeur, oui, c'est un peu dur. Il y a pas mal de pression dans ma boîte et c'est vrai que c'est pas simple et c'est vrai que je me pose des questions et je sais pas vraiment, étant donné que moi je suis simple employé, si j'ai vraiment si je peux vraiment faire quelque chose par rapport à ça, clairement. Donc c'est. Comment ça a commencé ? Vous parlez de sarcasme, ça.
Ça a commencé que, donc, en fait, dans la boîte où je suis, il y a eu beaucoup de restructuration, en fait, et mon ancien chef de rayon, avec qui j'avais de très très bons rapports, a été mis sur la touche, en fait, a été amené plutôt à partir, étant donné qu'il voulait virer pas mal de chefs de rayon, donc lui est parti. C'est vrai que j'avais un rapport privilégié avec lui, on s'entendait très bien, on faisait du très bon boulot ensemble, et lui savait très bien que j'étais très complice avec cette personne, et du coup ça, je pense que ça le gênait, étant donné que lui ne pouvait pas supporter mon ancien chef de rayon. Et du coup, oui, je pense qu'il sait très bien également que je le porte pas dans mon cœur, hein, parce que j'apprécie pas ses méthodes, sa façon d'être, tout en fait. Quel genre de méthode utilise-t-il? Ces méthodes, vous savez, c'est du management vraiment à l'américaine. Enfin, c'est vraiment assez pathétique et pitoyable, c'est-à-dire que c'est un homme qui est très froid de nature, qui sourit très peu et qui est dans un rapport de rentabilité à outrance, c'est-à-dire que les employés ne sont plus des humains, c'est des robots, c'est de la productivité et rentabilité. Mais pour autant, il devrait quand même être assez satisfait de moi, étant donné que moi, je suis rarement en arrêt maladie. Ça doit faire 4 ans que j'ai pas eu un seul jour d'arrêt maladie. Je suis très efficace dans mon travail. Je dépasse pas, parce que faut éviter de faire des heures supplémentaires, donc j'en fais très peu. Donc là-dessus, je suis plutôt irréprochable entre guillemets. Mais je crois que alors moi, c'est vrai que j'ai une façon d'être, peut-être, je suis pas du genre à me laisser faire et à subir. Donc j'ai plutôt tendance à répondre et avoir une réputation aussi de personne assez franche et directe. Donc ce qui ne plaît pas forcément surtout dans le monde de la grande distribution, qui est un monde très très hypocrite, qui reste toujours dans une ambiance très feutrée en fait, où faut pas que le ton monte, on va dire. Et ça, oui, c'est en totale inadéquation avec moi, ma façon d'être, moi je suis quelqu'un de très calme, mais quand il y a des choses qui ne vont pas, je les dis en fait, tout simplement. Et voilà. Donc du coup, oui, c'est assez pénible d'être confronté à ce genre de personnes, et du coup, j'ai quand même pris un rendez-vous avec mon DRH. Voilà, oui, c'est ça, les RH. Mais je sais pas vraiment qu'est-ce que je peux dire aussi. Demandez à changer de magasin. Comment ? Demander à changer de magasin. Alors, j'ai déjà demandé, j'avais fait, parce que je suis du côté de la région sud-ouest, et j'avais fait une demande sur Bordeaux qui malheureusement a échoué. Mais en même temps, partir, ça serait un peu lui dire qu'il a raison. On s'en fout si votre qualité de vie change. Oui, c'est vrai. Mais après, lui, il risque de partir, parce que normalement, un directeur de supermarché, comme je travaille pour une grosse boîte, normalement, en théorie, il doit bifurquer sur d'autres magasins. Donc c'est ça aussi que je me dis. Mais voilà. Dans combien de temps ? Ça peut être dans 1 an, 2 ans ou 3 ans. Et vous allez tenir tout ce temps-là ? Je sais pas. Et en fait, je sais pas trop non plus qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon DRH, parce que normalement le DRH a aussi un lien plutôt privilégié avec le directeur, donc c'est pas simple. Avec ce directeur-là ou les Non, enfin. Le DRH qu'on a en fait, il est mobile en fait. Il va sur il a 3 magasins en fait, et il sait déjà très bien que depuis qu'on a ce nouveau directeur, les choses vont mal et qu'il y a de plus en plus de plaintes des employés. Alors vous travaillez dans du beurre là. C'est facile. Oui. Ce que vous pouvez lui dire, c'est écoutez, il y a certaines incompatibilités sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre. Comme ça, vous évitez de dire du mal, vous évitez de critiquer ouvertement. Oui. Mais par contre, j'aimerais changer de magasin de façon à pouvoir. Mais moi, c'est pas ce que je souhaiterais. Moi, j'aimerais juste qu'il me foute la paix et qu'il arrête d'être derrière moi comme il est à l'heure actuelle. C'est tout.
Moi, après, qui m'aime pas, à la limite, je m'en fiche éperdument parce que je trouve que c'est une très mauvaise personne qui n'a aucune valeur et qui est absolument pathétique. Mais à la limite, moi, du moment qu'il me laisse tranquille, moi... qui m'apprécie pas, c'est pas grave, hein. Moi ça me dérange pas. Par contre, qu'il soit comme il est avec moi au quotidien, oui, ça par contre ça me dérange. Et moi, comme j'ai un caractère où je me connais, hein, c'est-à-dire que s'il continue de me pousser, je suis capable de hurler et de lui rentrer dedans. Et ça, il vaudrait mieux pas. Non, bien sûr, il vaut toujours mieux clairement, pas. donc voilà. Mais vous après, pouvez, écoutez, vous pouvez tenter de parler à votre DRH. Je ne suis pas sûre qu'il ait un grand pouvoir sur le directeur du magasin. Je pense qu'il en a pas. Et je pense que même s'il lui disait un mot, ça pourrait se retourner contre vous. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait, j'ai pas moyen Ouais, donc du Moi, coup, je vous ça va donne mon sentiment parce que c'est 50-50, vous voyez. Alors, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque ? Je suis pas sûre si vous dites que... Au fond, j'en suis. De toute façon, maintenant, je suis un peu en fin de course aussi dans la grande distribution parce que voilà, j'y suis depuis longtemps et j'avoue que ça commence à amuser beaucoup parce que derrière, j'ai rien pu construire. Voilà, j'ai 37 ans, j'ai pas d'enfants. Je suis depuis 2 ans dans une solitude vraiment profonde et qui est assez dure à vivre quand même. Même si j'ai quelques amis, j'en ai pas beaucoup et c'est très 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 difficile au quotidien. Je crois déjà qu'il faudrait que vous cherchiez un travail qui ait des horaires, on va dire, plus adaptés à la construction d'une vie, parce que c'est pas évident. Oui, alors oui, ça j'entends ce discours-là et j'essaye d'y réfléchir. Après, j'avoue que j'ai un peu peur. J'habite dans une région où le travail c'est un peu rare et c'est un peu compliqué aussi. Et je sais pas vraiment dans quel domaine je peux vraiment. Qu'est-ce que vous aimez faire ? Me lancer. Comment ? Qu'est-ce que vous aimez faire ? Ben, je ne sais pas, il y a des tas de choses que j'aime. En fait, moi j'aime beaucoup écouter les gens et un peu comme vous, animateur radio, c'est quelque chose qui par exemple me plaît, pourrait me plaire beaucoup, mais oui, j'aime beaucoup écouter les gens, j'aime beaucoup le monde de la communication. C'est ça qui est assez sidérant dans le sens où j'ai une existence assez mièvre dans mes rapports aux autres parce que au final j'ai comme je vous ai dit, je suis assez solitaire, beaucoup trop même, mais pour autant j'aime bien écouter les gens et bon, j'ai eu un parcours de vie aussi un peu atypique et assez dur, donc c'est-à-dire comment ? C'est-à-dire disons que je suis déjà passé dans cette émission sur Europe 1 plusieurs fois, donc à force, je pense qu'il y a des auditeurs, auditrices qui doivent me connaître, mais j'ai connu des choses très dures. J'ai ma maman, j'ai perdu ma mère d'un suicide, je suis tombé malade, on m'a découvert un diabète de type 1 insulino-indépendant. Je suis tombé dans la dépression. Ça a été pas simple. Ouais, c'est pas un chemin semé de roses. Ah non, c'est un peu injuste en fait parce que après j'essaye d'être un mec bien gentil, voilà, mais c'est compliqué aussi avec les filles. Ah bon ? C'est pas simple. C'est pas simple. Cela dit, qu'est-ce que vous avez tenté ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez tenté ? C'est-à-dire tenter dans quel domaine ? Pour les filles. Pour les filles, oh là, mais c'est que avec les filles, j'ai tout connu, c'est-à-dire la période où quand j'étais enfant, c'était le grand succès. Ah oui, ça, les bébés toujours ont beaucoup de succès, mais à ce moment-là, ils sont pas très compétents. Oui, puis on n'est pas forcément attiré déjà par les filles à l'époque, mais après la période adolescente où franchement c'était la catastrophe. Mais quand je revois les photos, je me dis c'est normal. c'était ouais non franchement ouais. J'ai revu des photos de classe il n'y a pas longtemps, c'est abusé. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. À 22 ans, j'ai eu mon permis, ma voiture, ma 106 à l'époque, et
Je sais pas, il y a Ça des tout filles devait qui rouler. ne calculaient pas à l'époque et qui étaient à fond sur moi après. Ah bah Non. alors, à fond sur moi après, c'est j'ai très bien troublant, entendu. je vous assure que ce genre de situation, c'est pas génial du tout en fait. Mais, c'est déjà ça, attendez, elles étaient à fond sur vous après, elles auraient pu ne jamais être à fond sur vous et on serait pas en train d'en parler. C'est pas si jubilatoire que ça. Ça l'est sur le coup, parce que voilà, on est content de plaire et tout ça. Mais après, c'est vachement troublant. C'est-à-dire que vous passez de rien, mais vraiment de rien à rien, à ou un claquement de doigts, vous avez la possibilité d'avoir des relations facilement. Donc non, ça m'a rendu un peu con à l'époque, je crois, mais j'étais jeune aussi. Et oui, donc j'ai eu pas mal d'histoires avec les filles, mais à chaque fois ça ne dure pas très longtemps et ça me saoule d'ailleurs. Et là, oui, depuis le mois de janvier, je suis célibataire et j'avoue que ça commence à me peser aussi pas mal. Voilà, plus les problèmes au travail. Donc. Alors écoutez, je viens de recevoir un SMS qui est assez intéressant et qui dit « Le harcèlement et la prévention des risques psychosociaux sont inscrits dans le Code du travail. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de la médecine du travail qui est tenue, elle, au secret professionnel et à qui vous pouvez exposer vos problèmes. Vous y aviez pensé ? Non. C'est pertinent Mais c'est pour ça que je vous ai appelé en fait ce soir, c'est que je voulais avoir des témoignages de gens. Ouais. Moi, plus de gens qui moi je veux bien laisser mon numéro pour que s'il y a des gens qui veulent me parler, ça me fera du bien. Et des filles aussi d'ailleurs. J'ai besoin de parler en ce moment et d'essayer d'avoir de nouveaux contacts aussi, ça me ferait du bien. Ouais. Et par rapport à ça, jamais de violence. Jamais de violence sur le lieu de travail, précise Yvan, dans un petit SMS. Oui, je sais bien. Bon, évidemment, c'est une évidence, mais les choses sont mieux dites que non dites. Mais c'est assez injuste parce que en fait le monde de la grande distribution, bon, c'est un monde vraiment très 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 dur, bon, comme dans d'autres domaines aussi, mais moi je travaille beaucoup vraiment, je fais partie de ceux qui sont les plus gros bosseurs et derrière j'ai une réputation merdique quoi. Et ça, j'avoue que ça non plus, je le vis pas. Je trouve que c'est assez injuste. Mais moi, je vous entends depuis tout à l'heure, Teddy, et j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait à votre place dans ce magasin. Non, mais moi, à la base, j'étais pas fait pour faire de la grande distribution. Je suis tombé là-dedans par hasard parce que j'ai aussi un parcours, comme je vous ai dit, atypique. J'étais promis à faire de belles études à l'époque et j'ai malheureusement tout foiré du fait que j'étais très complexé aussi à l'époque, très limite autiste quoi, dans ma manière d'être, plus la dépression lourde de ma maman aussi. Ça a été difficile, du coup j'ai raté mon bac quand j'avais 19 ans et derrière ça a été compliqué, j'ai repris mes études, ça a été un vrai parcours du combattant. Qu'est-ce que vous avez fait comme études, Teddy ? Moi j'avais fait un bac économique et social à l'époque en 99 que je n'avais pas eu et ensuite quand j'ai repris mes études j'ai réussi à avoir un bac pro commerce en alternance en 2006, voilà. D'accord. Et je vous avoue que ce bac pro à l'heure actuelle, pour travailler dans la grande distribution, ça m'est pas d'une grande utilité, mais après je me dis que pourquoi pas, si je reprenais mes études ou si je faisais une formation, ça pourrait peut-être. Bien sûr, vous avez été voir. Non. Mais le problème, c'est que... Attendez, j'ai bien entendu que ça faisait déjà 10 ans que vous faisiez ce métier. Ça fait 10 ans que vous êtes dans la même société ? Oui. Je suis rentré en 2017. Est-ce que vous n'auriez pas droit à une formation payée par la société ? Si, j'ai le droit. Et puis comme je vous dis, je travaille pour une grosse boîte. Bon, je vous dirai pas le nom de cette boîte, mais je vous le demande pas. Il y a beaucoup d'avantages dans cette boîte. Donc oui, effectivement. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression d'être une souris qui tourne dans une cage et qui a toujours la tête dans le guidon. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir du recul comme ça sur sa vie professionnelle. J'en ai davantage sur ma vie personnelle parce que à l'heure actuelle c'est un peu pas un désastre, mais c'est un peu dommage dans le sens où j'aurais aimé construire des choses et j'aimerais encore construire des choses à ce niveau-là. Vous êtes très jeune, Teddy, il n'y a pas de raison que vous n'en construisez très pas. Jeune, non, 37 ans. Oui, mais regardez, écoutez, je regarde, j'ai un message d'Élodie qui dit « Je travaille aussi dans la grande distribution, donc on peut s'appeler et en parler quand il veut. » Un autre message assez intelligent de la part de Catherine qui dit « Pourquoi ne pas se rapprocher des délégués du personnel qui doivent être au courant ?» Oui, alors oui,
alors l'avantage qu'on a, nous, si on en a un là où je suis, c'est qu'on a un délégué du personnel qui est assez charismatique et assez protectionniste envers les employés. Donc ça, c'est un peu ma chance, entre guillemets. Donc oui, ça lui, Oui, ça, je voulais essayer de lui en parler justement. Bah justement, parce que lui peut peut-être faire. Et puis Yvan qui dit moi aussi je voudrais donner mon téléphone pour Teddy, voilà. Bah, et ils sont bien gentils ces gens, c'est gentil. Hein, ça me fera c'est du pour bien. ça que vous avez appelé aussi. Oui, oui, bah, je connais vous cette donne la émission main. sur Europe 1 qui est absolument formidable et voilà. vous faites un travail tous extraordinaire là-dessus. Non mais sincèrement, je suis passé sympa. souvent dans cette émission et j'ai toujours été très très bien accueilli et vraiment vous faites beaucoup de bien aux gens en fait. C'est génial. Ah oui, non, vraiment, je vous dis pas ça pour vous flatter. Hein. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, nos auditeurs sont là. Il y en a un certain nombre déjà qui sont prêts à vous tendre la main. Donc, on va vous donner des numéros hors antenne, bien sûr. Et puis, vous savez, c'est en parlant, on peut avoir des idées à plusieurs. Effectivement, vous dites que vous avez envie de changer de métier. Moi, je crois que le plus intéressant, c'est d'aller voir ce DRH en lui demandant quel type de formation vous pourriez demander et ce à quoi vous avez droit. Voilà. Ouais. Et le délégué du personnel, en lui disant que vous avez un souci et que ce qui serait bien, c'est qu'il vous lâche les baskets parce que vous voudriez éviter les éclats de voix, les scandales sur le lieu de travail, ça fait toujours un peu désordre. Ah donc, oui, c'est clair. Mais c'est sûr. Vous avez, moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute et il y a quand même une grande pêche dans la voix. Donc, je pense que. Oui, non, mais peut-être que vous avez fait une dépression. Je suis plutôt d'une nature gaie, moi, à la base. J'aime bien rigoler. J'ai de l'humour sur moi-même, heureusement. Ouais. Il en faut. Donc, oui, à la base, je suis pas d'une nature triste, du tout. J'adore discuter avec les gens et voilà, après, le fait de travailler en horaire décalé, le fait de vivre tout ça... et puis il y a peut-être un moyen aussi de progresser là où vous êtes, de le faire différemment. Je sais pas, il y a plusieurs postes qui existent, non ? Oui. Après, honnêtement, je pense pas que c'est un milieu où on peut vraiment s'épanouir à l'heure actuelle dans la grande distribution, parce que effectivement, il y a beaucoup de pression. Il faut être un requin là-dedans. Moi, je suis pas un requin. Moi, je suis une baleine. Je suis un garçon extrêmement gentil. Non, un dauphin. Ou un dauphin, oui, si vous voulez. Flipper au dauphin. Voilà. Et voilà. Donc non, très franchement, après, ça serait pour partir de la grande distribution, mais j'avoue que j'ai peur et que je sais pas dans quel domaine vraiment je pourrais arriver à m'épanouir, parce que je n'ai pas confiance en moi du fait de mon passé aussi, de ce que j'ai vécu, de mes échecs aussi à l'époque. Vous avez vu un psy ? Oui, plusieurs fois, bien sûr. Et alors j'avais un psy qui était super chouette, mais malheureusement il est parti de ma région et il m'avait dit des choses très très gentilles à l'époque qui m'avaient fait du bien quand j'avais 22-23 ans. Ah oui. Où il m'avait dit que j'avais tout pour moi pour réussir et que les choses allaient s'arranger si je reprenais confiance en moi. Mais c'est compliqué, vous savez, quand vous vivez avec... moi, j'avais un rapport très privilégié avec ma mère et j'étais assez proche, et de la voir dépérir au fur et à mesure des années, et même quand j'étais très petit, en fait, quand j'étais tout petit, ça m'a vachement touché. Ça m'a donné aussi, comme elle n'avait pas confiance en elle, moi derrière, ça m'a transféré ça aussi un peu. Oui, vous l'avez repris à votre compte. Ouais, je l'ai beaucoup repris. Je ressemble beaucoup à ma mère au niveau du caractère. Moi, je pense que ce serait une bonne chose que de retourner voir un psy. Alors, j'ai bien entendu que vous étiez d'une certaine manière fidèle à celui-là parce qu'il était sympa et qu'il vous a accompagné à ce moment-là. Ouais, clairement. Mais vous avez besoin du petit coup de pouce, vous voyez, qu'on déverrouille un peu tout ça de façon à vous donner l'impulsion pour y aller. Parce qu'effectivement, je crois que vous avez beaucoup de choses pour vous, Teddy, mais vous ne savez pas que vous avez tant d'atouts. C'est gentil. Je sais pas si j'ai quelques atouts, ça sera déjà très bien. Mais je vous entends parler. Regardez, d'ailleurs nos auditeurs ne s'y trompent pas. Vous faites un tabac. J'ai plein de messages pour vous. Lou qui dit merci de donner mon téléphone à Teddy parce que j'ai vécu des situations similaires. Véro qui propose un bilan de compétences. Ludivine qui voudrait aussi qu'on communique ses coordonnées parce qu'elle se reconnaît dans votre témoignage et qu'elle a envie d'échanger avec vous. Voilà. Ouais, c'est super gentil. Et de la part de Mimi le boulanger.
Ah, Mimi, lui, il est fantastique, lui. Alors, lui, c'est vraiment un homme merveilleux, Mimi. C'est une crème, oui, hein. je connais un peu. J'écoute l'émission quand je suis de repos, parce que j'ai une journée de repos dans la semaine, et où j'écoute en podcast, parce que comme votre émission commence à 23h, généralement, moi, je dors à cette heure-là. Vous êtes claqué. Et Mimi le boulanger, c'est vraiment, oui, je l'ai entendu plusieurs fois, c'est vraiment un type merveilleux, à qui j'ai beaucoup de respect. Alors, lui dit... la grande distribution croque tous ses employés, ses fournisseurs. Que votre auditeur aille à l'artisanat. Voilà, c'est ce qu'il préconise. Et vous savez quoi ? J'allais faire du pain avec Mimi, je veux bien. Ouais, oui, parce que... Et puis un autre, Jacques Lyon, qui dit « Je propose la lecture du livre Le pouvoir des gentils ». Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien lire en plus, donc ça tombe bien. Voilà. Et puis Sébastien qui dit pourquoi ne pas faire un bilan de compétences ? Pour ça, il faut se renseigner auprès du FONGECIF de la région et c'est pris en charge dans le cadre du droit individuel à la formation. C'est ça. Les coordonnées sont sur Internet. Vous voyez, vous savez tout ça. Moi, j'ai besoin que vous alliez voir quelqu'un d'un peu spécialisé aussi, avec qui vous puissiez bavarder et ne parler que de vous. Comme ça, vous n'aurez pas, vous saurez que vous êtes là pour ça, et qui va vous donner le déclic et puis l'impulsion nécessaire pour commencer à croire en vous et à y aller. D'accord ? Ouais. On va essayer de faire ça, ouais. D'accord, ok. Et vous nous rappelez quand vous voulez, hein, on est là. Oui. Je connais l'adresse à force, oui. Merci beaucoup en tout cas, et transmettez. Alors Monica, un dernier SMS, Monica. Demandez un CIF en lien avec la communication ou l'audiovisuel. C'est vrai parce que vous parlez bien. D'accord ? Oui, mais ça on me l'a déjà dit, ouais. Ça faudrait que je me renseigne. Bon. Bon courage, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, nous allons poursuivre avec Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir. Voilà, je voulais faire une parenthèse sur le commentaire de l'intervention de Teddy. Moi, j'ai presque le double de son âge. À mon époque, bien sûr, j'ai eu du harcèlement à tel point que les assédiques, quand ils savaient que les gens étaient dans une situation comme ça, ils considéraient qu'ils étaient licenciés, tout simplement économique. Oui, donc ce que je voulais lui dire, c'est que moi ça a été jusqu'à faire une fausse couche. Enfin lui, ça peut pas lui arriver, heureusement. Non, mais moi, il est fragile, il a déjà fait une dépression. Donc c'est quelque chose à faire. Alors il ne fera pas de fausse couche, je suis d'accord avec vous. Mais disons que ce serait bien d'éviter de renouer avec des conditions trop difficiles. C'est une situation invivable, psychologiquement, c'est destructif au possible, rarement. Alors moi, ce que je faisais, comment vous en êtes sortie, vous? Je travaille dans un petit commerce. Je vous réponds dans 2 secondes. Je travaille dans un petit commerce. Ils ont été jusqu'à m'envoyer des clients espions. Ouais. Pour essayer, toujours dans le but de me faire prendre en faute grave. Et ensuite, ils m'ont mis 100 francs dans la caisse. C'était des francs à l'époque. Et j'ai été obligée de me dépatouiller pour essayer de prouver que c'était pas moi. Enfin voilà, ça a été des méthodes atroces, mais je vois le genre de... Et moi, je suis partie, tout simplement. Bon, d'accord. Et vous avez retrouvé autre chose ? Oui, mais c'était une époque où il n'y avait pas de problème pour avoir de l'emploi. Bon, je veux pas décourager Teddy, mais effectivement, comme vous avez dit, il a une bonne voix, il a l'air tout doux. Et donc ça c'est très... il s'exprime bien, il a une bonne élocution, il est clair. Oui, mais ça c'est une qualité très appréciée dans le travail. Enfin moi, à mon époque, c'était... Et toujours ce qu'on n'aimait pas, c'est quelqu'un qui se fâchait, effectivement. Vous avez eu raison, à mon avis, de lui dire de pas faire de l'esbrouffe auprès du... Non, parce qu'après ça vous suit, puis ça fait toujours tâche un peu quand un scandale... Et puis surtout, le DRH, s'il veut conserver son poste, il a intérêt à regarder vers le patron, quoi.
Bien sûr. Voilà. Ce que je voulais juste rajouter, c'est que à mon époque, moi je l'ai trouvé tellement infect, je suis pas agressive, hein, mais que j'ai appelé l'inspection du travail. Ah, c'est carrément, ouais. Oui, et l'inspection du travail, ils sont extrêmement discrets, ils sont très bien, et ils sont en train, je sais plus si ça fonctionne comme ça maintenant, mais ils collectent les plaintes contre cette entreprise, et après ils interviennent, peut-être, je sais pas, moi j'étais partie. Bon, vous avez bien fait de partir en tout cas. Oui, mais si vous étiez malheureuse. invivable et ça isole, voilà. Enfin, combien de temps ça a duré pour vous? 1 an et demi. Alors moi aussi, j'avais ma petite chef que j'adorais. Elle est partie. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait partir tout le monde. Non, ils ont remplacé. En fait, leur politique, c'était que... je ne voudrais pas parler d'une chose pareille, mais c'était un homosexuel, le patron, et il voulait mettre tous ces petits jeunes à lui. Je ne veux pas rajouter, j'ai rien contre les homosexuels, moi je m'en fous, mais ça a été ce comportement-là. Et puis aussi, et surtout, il voulait remplacer des gens qui avaient entre 30 et 40 ans comme moi, ma chef aussi, par des petits jeunes qui payaient moins cher. Ah, il y avait aussi un problème financier, parce que concernant l'homosexualité, vous savez que... C'est pas un problème d'homosexualité, mais c'est qu'ils ne toléraient pas les femmes. C'est lui Oui, voilà. Parce que on va pas avoir ce genre de propos ici sur cette antenne, hein. Vous êtes bien d'accord avec moi, Élise? Oui, pourtant, Dieu sait si j'ai... Enfin bon, peu importe, ça ne me regarde si vous me parliez pas. De vous. Oui, alors moi, je me suis un peu calmée. Corentin m'a fait l'effet d'une soupape. Corentin est une pure merveille. Une pure merveille, mais je ne sais pas, il faudrait que je le regarde pour savoir si c'est une pure merveille, mais on est... Bon. Oui, donc j'étais en larmes et je ne voulais pas... être en larmes, à l'antenne, mais j'ai eu un énorme souci de santé, oui. J'allais dire au milieu de ma vie, oui. Et un gros problème de santé. Un très gros problème de santé, qui m'a mis dans le coma. J'ai failli y passer, mais c'est une expérience très intéressante d'ailleurs de faillir y passer parce que c'est précisément le genre d'expérience qu'on préfère ne pas connaître, mais mais quand on se réveille de ça, on sent le vivant partout, on sent les relations, pas toutes les relations, mais ses amis, on sent la vie avec une jouissance. C'est vrai que toujours quand on approche le drame, après on en ressort plus vivant. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais sans oublier le drame, effectivement. Moi, j'ai vraiment des ennuis de santé. J'ai la soixantaine, je suis contente. J'ai ma carte senior maintenant, je suis toute fière. Mais j'ai des ennuis de santé qui me provoquent... disons que j'ai eu un tout petit AVC. Et ça a été cette année, ça a été l'année catastrophe. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de mes bains de mer, que ce soit dans toutes les mers possibles, pour me refaire une santé l'hiver. Et là, à chaque fois, j'ai eu des catastrophes. Qu'est-ce que vous appelez des catastrophes, Élise? La première, c'était que... alors vous parlez de cet ennui de santé extrêmement sérieux qui vous a plongé dans le coma. Oui, on va parler de drame, pas de catastrophe, puisque vous êtes là aujourd'hui avec nous pour en parler. D'accord? De mes petites catastrophes ou de mon drame? Non, le drame, vous l'avez surmonté puisque vous en êtes sorti. Mais les petites catastrophes, de quoi s'agit-il?
Les petites catastrophes, c'était à titre d'exemple, je vais près de la mer et tout d'un coup, je me fais une entorse sur les galets. Ah là là. Je tremble d'une main et l'autre main un peu paralysée, donc je me coupe les ongles, me fais un panari, donc j'ai pas le droit de me baigner pendant. Alors que vous êtes au bord de l'eau. Alors que je suis au bord de la mer et je pars avec un ami sur la côte basque qui est tellement belle, qui n'en a rien à faire de la mer, or qu'on était à 2 kilomètres et qui, je veux dire, j'ai vu la mer en 15 jours, 3 semaines, j'ai dû la voir 2 fois. Enfin, mais pourquoi êtes-vous partie avec lui? Parce que je pars régulièrement tous les ans avec lui. En sachant qu'il n'aime pas la mer alors que vous l'adorez? Ben oui. Alors, c'est parce que vous avez un lien affectif tous les deux, vous êtes ensemble, donc oui. Bien sûr, oui, on est ensemble depuis 20 ans. Oui. Ah oui, alors bien sûr, oui, il faut bien faire plaisir. Mais oui, mais ça doit aller dans les deux sens. Ah bah oui. Mais enfin, si vous êtes ensemble depuis 20 ans, c'est bien que vous y avez aussi certaines compensations, non? Parce que sinon... après tout ce qui vous est arrivé, ça vous aurait permis de trouver la force de ne pas supporter ce qui n'est pas pour vous. Oui. Oui, c'est un petit oui, ça, Élise. Et oui, ce qui m'ennuie, c'est d'utiliser, mais à juste titre de votre part, le terme de compensation. Parce que, bon, ça c'est encore un autre pan de ma vie, évidemment, mais on ne peut pas parler de tout et je ne veux pas mobiliser on est là pour ça. On est là pour ça. Donc vous pouvez éventuellement me dire ce qui vous préoccupe, hein, puisque vous nous appelez. Oui. Enfin, je sais pas, ce qui me préoccupe, c'est l'isolement. L'isolement parce que, par exemple, mes petits-neveux, enfin qui ont 30 ans maintenant, je les aime. J'ai pas pu avoir d'enfants à cause de ce que j'ai eu, mais enfin peu importe, hein, j'avais peut-être une autre vocation, mais mes neveux, je les aime et j'ose plus les voir parce que il faut que je tourne le dos pour prendre la cafetière, pour pas qu'ils me voient trembler ou être maladroite avec l'autre main. Pourquoi vous croyez que il ne serait pas à même de vous aider si justement il voyait que vous avez comme ça une défaillance? Pourquoi est-ce que vous voulez vous cacher d'eux? Mais parce que moi si je vois quelqu'un de proche de malade, j'ai du mal à supporter de voir quelqu'un de proche malade. Oui, non, mais bien sûr, mais ça c'est vous. Eux, ils seront peut-être très contents de pouvoir vous aider, au contraire, puisque vous les adorez. J'imagine qu'ils vous le rendent. Donc ils seront peut-être extrêmement contents de vous aider. Non, ça vous paraît bizarre? C'est vrai que c'est ce qu'on me dit. On me dit, est-ce qu'il vaut mieux on fait une balance, est-ce qu'il vaut mieux te priver du plaisir de les voir et de, comme ça, tourner le dos et puis qu'ils puissent prendre ça pour éventuellement une réaction froide ou, comme ça, intempestive, où ils peuvent se demander ce que vous avez, au lieu de leur dire simplement, j'ai un peu de mal avec l'usage de ma main, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Oui, mais ils le savent. Mais avant, c'était, je veux dire, j'ai tellement ce problème-là me fait tellement souffrir, entre autres que je peux plus les inviter au restaurant. Avant c'était une joie. Mais Élise, moi j'ai l'impression que vous voyez tout avec un miroir grossissant. Alors vous avez dit que vous êtes un peu en détresse parce que d'un point de vue médical, vous accumulez, on va pas dire les catastrophes, mais les soucis. Vous vous êtes fait une entorse, une série de chutes. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure. Moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Là, c'est les bricoles, j'allais dire, mais au niveau des médecins, au niveau des psychologues, au niveau des psychanalystes, c'est très, très dur. Au niveau des médecins, les derniers médecins que j'ai vus cette année, il y en a un qui était très, très bien. Il m'a dit « Ah, je suis désolée, je ne prends plus de patients. »
Il y en a un autre que j'ai trouvé. J'ai eu énormément de mal à trouver des médecins. Pourtant, je suis sur Paris. Des médecins bien. Ah non, il y en a plein. Il y en a plein. Élise, franchement, il y en a plein. Et le bouche à oreille marche bien. Et j'en ai un autre qui m'a dit, vous avez trop de pathologies. C'est vrai, je ne veux pas parler de toutes mes pathologies, mais il m'a dit, vous avez trop de pathologies, je ne peux pas m'occuper de vous. Ouais, quelle idée. Ça m'a foutu un coup. Ouais. Ça, tous ces petites choses se surajoutent. Bon, au niveau psy, bon, j'ai été en psychanalyse depuis la mort de mes parents. Enfin, c'était il y a combien de temps? C'était en 2002, 2000, et mes ennuis, du coup, ont recommencé. Enfin, bon, j'ai fait donc 10 ans de psychanalyse et j'arrive toujours pas à prononcer ce mot horrible qui est... Oui, ne le prononcez pas si ça vous met dans cet état-là. Oui, on n'est pas obligé. La crise nerveuse, quoi. Et c'est ça dont j'ai peur tout le temps. Moi, j'entends que vous n'êtes pas très bien stabilisé. Je pense que ce que vous avez vécu a créé un traumatisme terrible. Et j'ai l'impression que vous êtes toujours extrêmement fragile et que cette fragilité, elle se traduit sur le plan physique. Mais que d'abord, le plus important, et là je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est... d'aller mieux sur le plan psychique. Moi, je parlerai pas de psychologue ou de psychanalyste dans un premier temps. Je parlerai de psychiatre pour vous aider à vous stabiliser. Ah, mais vous savez, ça fait longtemps que je tourne un peu autour de tout ça. Mais plutôt que de tourner autour, y aller franchement. Parce que vous savez aujourd'hui... Non. Ouais. Excusez-moi, je vais... j'ai une certaine expérience là-dessus. Bon, la psychanalyse, c'est un acte créateur. C'est absolument merveilleux au niveau poétique. Non, pas poétique, mais bon... Oui, enfin, ça fait du bien. Moi, j'ai jamais eu mal, quoi que ce soit, ni peur de réveiller des choses anciennes. Enfin, je place pas la psychanalyse de ce côté-là. Bon, peu importe, on va pas discuter de l'effet thérapeutique de la psychanalyse, mais alors j'ai vu un psy au centre aussi antidouleur dans un hôpital, très très bien, pour faire de l'hypnose, parce que dernièrement on m'a conseillé de faire ça pour mes douleurs. C'est une très bonne idée. J'ai trouvé ça très bonne idée. Oui, mais moi je vous parle de psychiatre, parce que vous avez besoin... attendez, voilà. Vous m'écoutez pas? Si. Oui, et en fait, à un moment, elle a commencé, bon, c'est d'une extrême relaxation petit à petit, et elle a commencé, j'ai commencé, moi, tout d'un coup, à avoir peur de mon bras, c'est-à-dire là où naissent mes... Les douleurs, les sensations. Crises nerveuses. Ouais. Non, c'est plus que ça. C'est les doigts dans une prise, bon. Oh là là. Et voilà, donc tout d'un coup j'ai eu un mouvement, je lui ai dit ah là ça me fait trop peur, et alors elle m'a dit écoutez, allez voir un psychiatre et vous reviendrez quand vous serez un petit peu mieux. Alors après coup, bon, moi j'ai pris, moi qui fais les choses très vite, j'ai pris le bottin, j'ai pris un premier psychiatre que voilà, et je l'ai appelé, elle était disponible, j'en avais appelé 10 avant, elle n'était pas disponible, donc j'y étais l'après-midi, et alors je lui ai parlé, je connais très bien, j'ai plein de médicaments, alors je lui ai dit, mais je ne veux pas prendre des antidépresseurs parce que l'antidépresseur soigne le symptôme pendant un temps, mais la cause est toujours là, et la cause, elle sera toujours là de ce traumatisme, et je ne veux pas prendre des antidépresseurs parce qu'il a un effet sur mes autres médicaments, il a un effet pas négatif, qui les amoindrit. Voilà. D'accord. Donc, alors, évidemment, elle m'a dit oui, ça c'est clair. Donc, mettez-vous à la méthode méditation pleine conscience. Bon, que j'ai regardé effectivement. Bon, et alors tout d'un coup, après coup, je me suis dit mais pourquoi ma psychologue, mais qui était bien, et pourquoi elle savait bien, j'avais discuté avec elle des effets anti-machin de mes médicaments et du fait du symptôme.
un traumatisme. Oui. Mais en fait, c'est après coup, je me suis dit, mais c'était son rôle à elle. Non. Au lieu de me dire... Parce qu'elle est psychologue, elle n'est pas médecin, donc elle peut imaginer qu'il y a d'autres molécules que les antidépresseurs qui peuvent éventuellement vous aider à vous stabiliser. Mais ça, elle n'en sait rien précisément parce qu'elle n'est pas médecin. Les psychologues ne sont pas médecins. Ah, ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est pas la peine de lui en vouloir. Oui, non, je n'en veux pas aux praticiens, parce que surtout dans la médecine, je les adore. Enfin, je dirais, tout ce qui travaille de loin ou de près autour de la médecine, je me dis, il n'y a que ça à faire, quoi. Bon, c'est toujours des beaux métiers, mais... Oui, Élise. Aujourd'hui, peut-être que... Alors, en dehors des antidépresseurs, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'aide pharmacologique qu'on puisse vous apporter, parce qu'il y a d'autres catégories de médicaments qui pourraient peut-être vous aider et qui seraient compatibles avec les médicaments que vous prenez déjà. Il y a du Lysanxia, enfin je sais pas. Oui, on va dire des anxiolytiques. Il y a des anxiolytiques déjà qui peuvent vous soulager. Oui, mais là, je m'isole. Enfin, j'entendais Teddy parler de ça. Je m'isole profondément, c'est-à-dire je n'ose plus manger avec les gens. Or que c'est des moments très joyeux de dîner, de manger avec les gens. Je ne travaille plus. Parce qu'à un moment, je me suis dit, tiens, je vais retrouver parce que j'ai des problèmes de mémoire, parce que j'ai un sacré médicament qui me fait perdre la mémoire, et des difficultés d'élocution, excusez-moi pour ça. Non, pas du tout. Mais je suis très, très isolée. Et en fait, à un moment, je me dis, tiens, je vais trouver du travail chez moi. Et en fait... il y a des réunions, c'est normal, on avait des réunions, mais on pouvait très bien travailler sur ordinateur. Et puis je me suis dit tout d'un coup, mais je ne peux pas écrire, je ne peux même pas écrire, donc prendre des notes. Mais tout est comme ça. Et donc du coup, tout d'un coup, j'étais heureuse, mais je suis toujours heureuse devant mes petits oiseaux et les rosiers que je plante, mais je me levais le matin, j'ai toujours eu un bonheur de vivre. C'est déjà ça, c'est-à-dire que malgré tout, vous êtes là, bien là, et vous êtes constante. Élise, il y a effectivement d'autres méthodes que la méditation pleine conscience. Vous avez aussi le MDR qui permet, le MDR, oui. Vous suivez, il y a des praticiens qui sont formés à ça et qui permettent d'aider à élaborer le traumatisme. Mais moi, je demanderais quand même à mon psychiatre s'il n'y a pas une molécule qui soit compatible avec ce que vous prenez. Parce que je crois malgré tout que ça doit exister. Vous avez eu un AVC et très souvent à la suite d'un AVC, il y a des gens qui prennent des molécules justement pour surmonter ce passage, ce moment difficile, parce que il y a un état dépressif. Et oui, on réalise à la suite d'un drame comme ça qu'on est mortel, ce qu'on sait, mais ce qu'on n'expérimente pas, puisque vous le disiez tout à l'heure. Alors, juste, je m'interromps quelques instants, on va se retrouver, vous ne raccrochez pas, tout de suite après le journal. D'accord, Élise ? À tout de suite. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. La libre antenne après cette petite pause, minuit passé de 12 minutes. La ligne est toujours à vous, le 39-21, et ce jusqu'à 1h. Alors profitez-en, c'est le moment d'appeler si vous avez une difficulté particulière et que vous aimeriez en parler. Si
vous poser des questions qui viennent vous tirer par les pieds comme ça au milieu de la nuit. Enfin, sachez qu'il n'y a pas de sujet ridicule, tout est important, c'est bien connu, Dieu et le diable se logent dans les détails. Donc je suis à votre écoute et j'attends vos appels au 39 21, vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, et puis dernier accès, vos mails bien sûr sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Alors tout de suite, avant le journal, nous étions avec Élise. Élise, vous êtes là ? Oui. Alors je voulais pas vous laisser partir comme ça parce que c'était un peu brusque et je voulais vous donner mon idée sur ce que j'ai perçu, sur ce que j'ai entendu de vous là pendant la petite conversation qu'on a eue. Écoutez, moi vous me semblez encore sous le choc de ce traumatisme et c'est précisément. Mais ça fait 20 ans. Bah oui, mais peut-être que vous l'avez pas digéré, peut-être que vous l'avez pas suffisamment élaboré, peut-être que vous avez raison et que vous n'êtes pas forcément tombé sur les bonnes personnes. Moi, la première chose, c'est que effectivement, ça a pu être un drame médical, mais des personnes qui sont passées par la phase AVC prennent aussi des médicaments et on sait que c'est un précurseur éventuellement ça peut annoncer un état dépressif et on peut aussi trouver des antidépresseurs qui fonctionnent avec les médicaments que vous avez. Si ce ne sont pas des antidépresseurs, ce sont d'autres molécules, en tout cas qui peuvent vous soulager et qui peuvent vous aider à aller mieux. Parce que je trouve que vous n'allez pas bien et que vous êtes un peu seul. Vous vous renfermez, vous vous isolez, vous l'avez dit vous-même. Et je pense que c'est la dernière chose à faire quand on a, comme vous dites, quand on commence à avoir une carte vermeille. Il faut pas se replier sur soi, Élise. C'est pas bon du tout pour le moral. Donc, mais tout le monde me dit ça. Dans les associations, etc. D'ailleurs, je ne travaille même pas. J'ai pas cette socialisation du travail. Ouais, mais c'est peut-être qu'on a tous un petit peu raison et que vous devriez peut-être un petit peu nous écouter. Moi, je ne fais que suggérer. Après, c'est vous qui allez décider. Tout est entre vos mains. C'est à vous de faire. Mais si vous me demandez mon avis, voilà, je vous le donne. Et bien entendu, vous faites ce que vous voulez. On fait comme ça ? Oui, mais vous m'avez parlé de MDPR. Non, EMDR, ça aussi c'est une technique qui aide à évacuer le traumatisme. Donc il y a des praticiens qui sont formés à cette méthode qui marche assez bien. Donc si vous voulez, vous pouvez vous renseigner auprès des psychologues de votre région. Voilà, oui, EMDR. EMDR. J'ai juste quelque chose à rajouter. Il y avait des auditeurs qui vous sont passés par les mêmes pathologies que vous. Enfin, oui, par exemple, mais surtout, j'ai une amie qui m'a dit de me rapprocher, de me faire connaître de la mairie, de mon quartier. Exactement. Comme étant malade, parce que je n'arrive même pas à couper avec des ciseaux. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller voir une assistante sociale et elle va mettre avec vous en place peut-être certaines aides dont vous pouvez bénéficier, Élise. Aucune piste n'est à négliger. Alors, je compte sur vous et puis je compte aussi que vous nous rappeliez d'ici quelques temps pour nous dire que vous allez mieux. D'accord ? C'est gentil. Au revoir, Élise. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. C'est gentil. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Tout de suite, Aurora maintenant avec nous. Bonsoir Aurora. Oui, bonsoir Caroline. Oui. Oui, j'ai entendu l'émission d'hier et ça m'a fait beaucoup de peine pour beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de mal avec ses parents. Ouais. C'est vrai qu'hier, on était vraiment sur le thème de la maltraitance. Oui. Mais pas seulement des enfants et des parents, des femmes aussi qui se faisaient maltraiter. Oui. Bon, moi par contre, j'ai eu une enfance très, très heureuse avec mes parents. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Si je pouvais recommencer, si je pouvais retourner au passé, c'est ça que j'aurais fait. Très attaché à mes parents pareil. Je crois que j'étais la plus heureuse au monde. Bon. Voilà. Là, j'ai vis un calvaire. Ah.
Je vis en Calvaire, j'ai mon mari qui est malade, qui a été opéré d'un tumeur dans le cervelet. Il a attrapé l'infection au bloc. Oh là là. Et bon, je vois qu'il diminue de plus en plus. Je l'ai tout le temps à mes pieds, toute la journée. C'est-à-dire qu'il y avait un médecin qui l'a refusé à l'hôpital de jour de Saint-Boulevard, au boulevard de Saint-Vincent-Auriol. Oui. Il allait 3 fois par semaine. Et il l'a refusé parce que j'ai perdu aussi mon fils, ça fait 7 ans. Oh mon Dieu. Et avec quand ils m'ont annoncé le décès, pour moi, c'était une catastrophe. Oh mais c'est une horreur. 41 ans, dans des conditions très difficiles. Bon, Il a été malade? non, pas du tout, en pleine santé. Oh. En pleine santé. Je ne le cache pas, j'ai rien à me reprocher. Il n'a pas volé, il n'a pas tué. Ouais. Il s'est marié très jeune, 17 ans. 17 ans. Et bon, il y a eu un enfant, et après elle est partie avec l'enfant, il y a eu bien sûr le divorce. Et mon fils, il l'a pris très mal. Et il s'est mis aussi à poil. Oh. Voilà. Il a fait connaissance d'une femme qui buvait. Et il y avait autre chose en plus. Et ça, c'est sûr. Il est tombé dans l'alcoolisme. Ils sont bagarrés. Ouais. Ils sont bagarrés, ça, je suis presque sûr. Bon, mon fils est atterri à la prison de Fresnes. Et une semaine avant de sortir, ils m'ont annoncé le décès. Oh là Pour là. moi, c'était horrible. C'est horrible, je le vis très mal. Bah, j'imagine. J'attends tout le temps un mari avec qui je ne peux pas discuter. À l'époque, j'ai vécu le décès de mon fils beaucoup seul. Oui, vous êtes très seul. Ma fille venait même pas me voir parce qu'il y avait 2 enfants. Oh là là. Et je vais très mal, bon. Et j'ai des personnes très amies avec qui je me suis beaucoup confiée, de grande amitié depuis des années. Cette année, en rentrant de vacances, j'étais aussi très déçue. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il m'a dit, tu restes chez toi, reste dans ton coin, et moi dans le mien. Ah. Et ça m'a rendu aussi malade. Comment vous l'expliquez? Ça m'a rendu vraiment comme si j'étais, à qui je me suis confiée, beaucoup d'affection, connaissance beaucoup d'années. Bon. Et vous vous êtes disputé? Il y a eu quelque chose qui s'est... C'est-à-dire que... Qui a provoqué? Après Noël, on devrait manger chez ma fille. Oui. Moi, depuis le décès de mon fils, je ne fais jamais de fête, rien du tout. Oui. Et elle m'a dit qu'on pouvait aller manger chez elle. J'ai tout préparé. Et quand on était au repas, elle a commencé à se fâcher avec moi. Et j'ai pris les affaires et on est rentré à la maison. Là, j'ai eu déjà un grand choc. Bien sûr. Et pourquoi elle s'est fâchée avec vous? C'était déjà arrivé? Elle s'est mis... Depuis le décès de mon fils, oui, beaucoup. Beaucoup. Il s'entendait très bien avec moi avant et là, ça a été une catastrophe parce que, bon, je l'ai beaucoup parlé pour l'écrire et elle n'a jamais écouté. Moi, j'ai eu une opération de genou assez importante. Je n'ai jamais pu aller le voir. Je l'écrivais, je lui envoyais des enveloppes, les timbres, mais je n'ai jamais pu aller le voir. Bon. Et bon, tout tourne mal. Oui, ça c'est difficile. Et là, c'est vrai, je me suis beaucoup... Oui, j'ai vu mal. Je ne vous cache pas que je n'ai même pas fait mes valises depuis que je suis rentrée de vacances. Tous les jours, je me dis, il faut que j'ouvre, il faut que je fasse. J'ai ma maison pleine de valises. Dans la salle, partout, le bazar. Et je n'ai pas la force. J'ai plongé beaucoup dans mon lit. En larmes. Mais oui. En larmes à laquelle j'ai dit à une personne, mais là, je pouvais arroser le cercueil de mon fils. Mais c'est beaucoup, c'est terrible. Vous savez, c'est le plus grand traumatisme qu'on ait à affronter jamais, c'est de perdre un enfant. Et oui, il y a pas d'âge pour ça. C'est très dur. Ouais. Je l'ai vécu vraiment seul. Parce que mon mari, on dirait que ça ne le touche plus par ses opérations, par ses handicapés à 80%. Je ne peux pas m'expliquer. Il ne m'a jamais parlé de lui. Jamais. Je me confiais beaucoup à une personne très amie. J'ai porté aussi beaucoup d'affection, bien sûr.
Et là, je me suis sentie rejetée quand je suis rentrée de vacances. Bien sûr. Et, Ouais. et là, Et ça m'a fait aussi ouais, c'est très, ça qui vous a très, fait très mal. basculer. Beaucoup aussi. J'ai Ouais. eu deux. Ouais, le Ma rejet. fille, Le rejet. le rejet. Ma fille, à Noël, et là, après cette histoire aussi, que moi j'aime beaucoup m'exprimer, beaucoup m'expliquer, et j'ai commencé à dire que j'étais très déprimée. J'ai senti que j'étais très déprimée. Hein. Est-ce que c'est pas Et ça qui a fait qu'elle vous a moins vu parce que la déprime, ça fait peur? c'est-à-dire, elle a eu de gros problèmes aussi avec ma petite fille, hein, qui a eu une grave opération, une grande opération. Ouais. Et je le comprends. Ça m'est arrivé aussi que moi, j'ai téléphoné, j'étais la voir 2 fois, c'était pas pratique pour moi, et mon mari aussi de voir ça. Et il l'a vu qu'une fois, mais j'ai laissé de petits messages. Et là, ça arrivait que elle a eu un rendez-vous, moi je ne savais pas, avec les médecins. Et moi, j'ai appelé 2 fois. Et ça l'a dérangé. Après, elle m'a disputé au téléphone en me disant, ne téléphone pas à ma fille, c'est ma fille. Je l'ai déjà mis le téléphone au point qu'elle ne peut pas te répondre. Ah bah, Donc, elle ne s'occupe pas où que j'y vis avec son père. Elle ne s'occupe pas soit vivant, soit mort. Et moi, je ne peux pas appeler non plus. Donc, elle m'a dit, ne pas appeler, je n'appelle pas. bah voilà. Et cette rejet aussi, de personnes aussi à qui je me suis beaucoup confiée et à qui j'ai trouvé vraiment l'affection que j'avais avec mon père. Avec votre père? Que j'ai trouvé qu'il était très attentionné au que je disais, et la même façon qu'avait mon père. Voilà. Ouais. Et tout ça aujourd'hui, Et là, ouais, vous n'avez plus rien. Vous êtes seule. j'ai plus rien. Des fois, je me mets à penser, dans la journée, à qui je peux téléphoner. Ouais, je Pour suis parler unique. de vous. Écoutez, moi, Aurora, je pense que vous auriez besoin d'aller voir un psychologue pour pouvoir parler de vous, pour Je pouvoir vois. vous. Ah, tant mieux, Oui, tant mieux oui, pour oui. vous soulager de Oui, tout oui. ça, parce que Oui, sinon oui. ça ferait trop, ça serait pas possible. Alors je sais bien, Oui, un oui. psychologue, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un à qui on peut parler librement de tout ce qu'on a sur le cœur, parce que Oui, oui. c'est trop pour vous. Oui, oui, là, je vais la voir une fois par semaine. Bon, cette semaine, j'ai pas été. J'ai dit que je pouvais pas. Je vais la semaine prochaine. Après, je devrais partir un peu en vacances. J'ai les billets. Je sais pas quoi faire. Parce que je n'arrive même pas à préparer mes affaires. Je suis complètement bloquée. Ouais, vous Bloquée. savez pas si vous devez partir, rester, vous avez Non. peur de laisser votre Non. mari? Mon mari, c'est pour l'amener Ouais. avec moi. Déjà, on le met dans un fauteuil roulant. Et j'ai 2 chats aussi. Et des fois, je dis à mon mari que je n'en peux plus m'occuper. J'ai dit, je n'en peux plus, je suis en train de craquer complètement. Ouais. Voilà. Je lui ai dit, je peux plus. Et il ne comprend pas, il me dit qu'il est bien chez lui, bien sûr, mais il ne m'aide pas du tout. Bah, Du tout, il fait rien. si, Rien. peut-être qu'il ne peut plus, Aurora. Voilà. Je sais qu'il est pas méchant, mais il veut encore me commander comme quand elle était bien et que je ne peux pas faire du tout ou qu'est-ce qu'il dit. Bah, c'est sûr, puisque de toute façon, Voilà. là, aujourd'hui, quand même, Voilà. il faut admettre aussi de votre part qu'il est très malade et qu'il Je ne peut sais. pas vous aider Non, comme vous le non, il voudriez. ne faut pas. Mais j'ai trouvé aussi de part de cette médecin psychiatre qui voyait pendant des années, qu'il a eu pendant des années, de le rejeter de l'hôpital de jour, c'était pas sympa du tout. Non, c'est pas sympa. Parce que ça me faisait sortir, moi ça me faisait 2 heures de soulagement. Il l'a refusé en disant qu'il partait en vacances quand il voulait. Ce qui n'est pas vrai, c'est que j'étais obligée de rester une fois un peu plus de temps, parce qu'il y a eu des problèmes. Et quand il est arrivé, il n'était pas content. Voilà. Et je l'ai toute la journée. Il se couche. Je vois qu'il perd ses muscles. Bien sûr. Et vous ne pouvez pas aller dans un autre endroit où il serait hospitalisé 2 jours aussi? Ça a déjà arrivé, oui, plusieurs fois, qu'il soit à Lourois, dans une maison de repos. Ouais. C'est loin. On voulait le chercher en taxi, il me le ramenait, mais moi, des fois, j'y allais aussi le voir. On m'accompagnait en voiture. Et là, j'ai plus personne. Voilà. Je me trouve dans des conditions vraiment, des fois, désespérées.
Retournez voir le médecin en disant qu'il faut absolument qu'il le prenne, que vous ne pouvez pas rester. Demandez à des assistantes sociales de vous aider. Cette médecin n'était pas sympa. Non, il n'est Je pas le cache sympa. pas. Ouais. Très fière, parce que quand j'ai perdu mon fils, il m'a dit il m'a conseillé de voir le psychiatre. Et moi, je lui ai dit que le psychiatre, il ne m'amenait pas, parce que je n'étais pas en dépression. Non, beaucoup de chagrin. Et j'étais forte, parce qu'il sait que j'ai un malade pour m'occuper. Et je lui ai dit que ce n'était pas le psychiatre qui m'amenait mon fils, et que je n'avais pas besoin, je n'ai pas été. Et j'ai bien compris qu'il n'était pas content. Ah, voilà. Il aime qu'on lui obéisse. Ouais. Voilà. Et on dirait qu'il faut que j'obéisse. Il a même dit qu'il voulait voir toute la famille et ma fille. Moi, je lui ai dit, ma fille, elle n'a pas besoin. Et elle a un travail qu'elle ne peut pas laisser. Elle a une responsabilité qu'elle ne peut pas laisser. J'ai expliqué comme ça et qu'elle n'avait pas besoin. Ouais. Voilà. Il n'a peut-être pas aimé que vous lui teniez tête. Oui, il s'est vengé sur moi. Il m'a dit, ça vous arrangeait bien. Bien sûr, ça faisait du bien à mon mari parce que le temps qu'il marchait pour ses muscles, c'était bien que de rester là couché presque toute la journée. Bien sûr. Peut-être que vous pourriez demander de l'aide auprès de la mairie, une assistante sociale qui vous aiderait à retrouver un hôpital de jour, un autre, ou à le convaincre lui en disant que... Je sais qu'il y a d'autres hôpitaux de jour, qu'il y a d'autres, il y avait même un qui était tout près, mais je crois que c'est pour des personnes qui sont un peu plus jeunes. D'accord. J'ai pas demandé. Bon. Et là, ce que je sais, c'est que bon, je m'enfonce dans mon lit. J'ai passé même un mois tout le temps couché, que je ne pouvais pas manger. Je faisais que boire de l'eau. Vous aussi, vous êtes en dépression, Aurora. Là, peut-être que ce serait bien de voir le psychiatre aussi. Oui, je l'ai déjà vu aussi. Là, j'ai été le voir une fois et après, j'ai passé voir la psychologue, à laquelle j'ai parlé aussi de personnes avec qui je m'entendais très bien, que je pouvais bien m'expliquer. Et elle m'a dit, il faut faire un deuil. Et c'est vrai, quand il m'a dit ça m'a fait encore plus de mal. Ouais. Et j'ai eu une façon, comme on ne m'écoutait pas, je suis capable de jeter les choses et de les casser, voyez au point. Parce que j'aime beaucoup discuter, m'exprimer et que la personne m'écoute. Et quand on ne veut pas m'écouter, je suis à un point de chagrin que je suis capable de casser. Ouais, vous êtes agressive. Voilà. Ouais. Voilà. C'est pour ça que ce serait... pas. Ouais. Oui, vous n'étiez pas. Mais trop de douleur, ça rend agressif. Voilà, c'est ça. C'est la douleur qui m'a fait ça. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à la personne. Je dis, c'est parce que je suis pas bien, je suis déprimée, j'ai eu trop de choses, j'ai eu mon mari qui se porte depuis plus de 14 ans, malade. J'ai perdu mon fils, ça fait 7 ans. Ma fille qui me fait comme ça, je ne sais pas à qui me confier. Voilà. J'ai pas de famille. On dit j'ai pas de famille. Au point que je dis même à ma fille, t'es une bonne maman, mais t'es pas une bonne fille. Et elle a même pas souhaité la bonne fête à son père. La fête de papa. Et tout ça, ça me choque beaucoup. Évidemment. Je pense dans la journée, je m'allonge dans mon lit, on dirait que je perds mes forces. Je m'allonge et je dis à qui je vais téléphoner. J'ai plus de téléphone, de personne avec qui je m'entendais très bien. Écoutez, vraiment, Aurora, il faut absolument que vous puissiez sortir de chez vous. Alors, il y a des associations qui existent pour les personnes qui, comme vous, ont perdu un fils, qui ont perdu un parent proche, qui ont à leur côté un conjoint malade. Ces associations, elles existent. Je pense que vous avez besoin, vous dites que vous aimez parler. Justement, ce sont des personnes qui connaissent des drames comme les vôtres, qui ressemblent aux vôtres, hélas, et qui sont tout à fait à même de vous écouter. Mais rester seul avec juste un psychologue une fois par semaine, c'est pas assez. Comme vous le dites, vous êtes allongé sur votre lit et vous vous demandez qui est-ce qui peut bien vous entendre, qui est-ce qui peut bien vous écouter. Oui. C'est un cri de détresse que vous poussez. Et il existe des associations qui peuvent vous aider. La première des choses à faire, c'est effectivement d'aller à la mairie, parce que d'abord, c'est là où vous allez trouver le nom des associations, et ensuite il y a une assistante sociale. Et l'assistante sociale, elle peut vous aider aussi à voir quels sont les
hôpitaux de jour proches de chez vous, proches de votre quartier, qui pourraient accueillir votre mari le cas échéant, parce que ça fait trop. Ou alors encore, peut-être faire passer une aide à domicile de façon à pouvoir vous soulager un peu et que vous puissiez partir, vous, 2 heures. Au fond, ce que vous voulez, c'est aussi avoir ces 2 heures pour vous. Parce que là, vous êtes enfermé. Ouais, vous êtes enfermé. Je suis enfermée complètement. Ouais, vous êtes enfermé, donc vous êtes un repli. Je ne peux pas beaucoup le laisser toute seule, parce que je ne vous cache pas qu'il m'a fait, après ces opérations, il m'a fait pas mal de bêtises. Ouais. Déjà, en vacances, la première fois, j'étais contente de pouvoir l'amener. Il m'a brûlé la maison de mes parents, complètement. Ah. Moi, j'avais peur qu'il aurait resté dedans. C'est d'une famille aussi qui sont très dépressives. J'ai subi beaucoup, je ne vous le cache pas. Déjà, avec mon fils, il n'était pas agréable du tout. Il a frappé même avec la ceinture. Ah bon? Ah oui. Je dis souvent, je serais divorcée comme lui. Il se trouvait dans cette situation. Des fois, je me trouvais au milieu. Même quelquefois aussi, il me disait encore que dans lui raison. Et mon fils, il s'appuyait beaucoup. Il me faisait beaucoup confiance. Quelquefois, je prenais aussi de me mettre devant. Une fois, il l'a tellement tapé qu'il a cassé la mâchoire. Mais comment se fait-il que vous ne soyez pas parti par terre? Ouais. Comment? Comment se fait-il que vous soyez resté? C'est-à-dire, il était déjà malade. Ah, il était déjà malade. Oui, je ne vous cache pas, hein, moi, ça fait quand même 51 ans, il va faire 52 qu'on est marié. Ouais. J'ai jamais pensé, moi, en divorce, non. Non, mais pas là maintenant où il est malade, mais oui, quand il lui a cassé la mâchoire, vous vous rendez compte comme il a fallu frapper fort? Aïe, moi j'étais obligée il avait quel âge votre fils? Mon fils, il était déjà marié et divorcé, et il avait déjà bien 38 ans. Et une fois après, il s'est revolté, bien sûr. Mon mari, mon fils, il venait, monter par l'escalier, mon mari à la porte. Il le prend, il le descend par l'escalier, mon fils, il l'a mis par terre, sur le trottoir. Oh là là là. Voilà. Quelle violence, Quelle violence autour de vous. Oui. Donc, oui, il a été vu par un psychiatre à l'hôpital de Charlevoix, et il a dit, devant moi, votre fils, il frappe, parce que c'est vous qui l'a appris à frapper. Voilà. Comme ça. Et moi, il me disait que c'était complice encore avec mon fils. Et mon fils, bien sûr, il venait voir maman. C'était maman pour lui, parce qu'il souvent il me regardait. Il se sentait protégé par vous. Il se sentait protégé. Mais alors, c'est que lorsqu'il était en prison, j'ai même pu aller le voir. Avec l'opération que j'ai eue du genou, ça ne pouvait rien marcher. Je me suis trouvée sur un fauteuil roulant. Écoutez, avec les béquilles. C'est beaucoup de malheur, Aurora. Vous êtes, on me disait tout passé... le temps. Oui, on me disait tout le temps, beaucoup de personnes dans l'immeuble, que je suis forte, que je ne pourrais pas supporter ou que je supportais. Oui, je crois que j'avais beaucoup de caractère. Mais là, je suis en train quand même de mais oui, c'est un peu normal. Oui, je dirais aussi que cette médecin, c'est pas humain qu'est-ce qu'il m'a fait. Parce que déjà 3 fois par semaine, 2 heures, ça m'aurait beaucoup aidé. Et lui aussi, c'est l'obligé à marcher et à voir d'autres personnes. Mais je sais, vous avez tout à fait raison. Écoutez, allez voir cette assistante sociale et puis moi, j'aimerais bien que vous voyiez aussi pour vous un médecin. Vraiment qu'on vous aide, parce qu'on peut vous aider. C'est dur tout ce que vous vivez, tout ce que vous encaissez. Et là, je crois que vous êtes à bout et que vous êtes arrivé à un point où il faut que vous acceptiez, vous aussi, de vous laisser prendre en charge. Ce qui va pas être simple parce que, comme vous dites, je sens une femme de caractère. Mais il faut aussi à un moment donné que vous acceptiez qu'on s'occupe de vous et que vous laissiez la médecine faire. Donc n'hésitez pas, allez voir un médecin, allez voir un psychiatre, vous en avez besoin pour qu'on vous remonte parce que effectivement, il y a encore des choses qui vous attendent et ce serait bien de pouvoir être en forme pour affronter tout ça. Et bientôt, je vais partir. Et j'ai rien préparé, tout est encore les valises comme ils sont arrivés de vacances, tout est le bazar partout. Bon. J'ai même pas la force ni la volonté de faire. Mais oui, mais vous aussi vous êtes en déprime, ça s'entend. Vous aussi vous avez besoin qu'on vous prenne en charge. Oui. Je me rends compte et j'ai commencé justement à dire à la personne, vous savez, je suis pas bien. Cette personne qui m'écoutait, bon, je faisais vraiment confiance, qu'on était vraiment des amis. J'ai dit, vous savez, il faut pas prendre mal, je me suis excusée, j'ai demandé pardon des choses que j'ai fait.
Écoutez, c'est qu'elle n'était pas à Parce même que je de suis vous. pas méchante. Mais ça, Je c'est suis sûr pas que non. méchante. Et je souffre. Je souffre énormément. Mais qui a dit que vous étiez méchante, Aurora? Personne. Bien sûr que vous souffrez. Bien sûr que c'est trop dur pour vous. Et c'est pour ça. En attendant, je vais vous dire, les associations, elles vont vous faire beaucoup de bien parce que vous allez rencontrer beaucoup de gens gentils et qui sont bienveillants et qui vous écouteront justement. Et c'est précisément ce dont vous avez besoin, c'est d'être écouté et entendu. Et Voilà. c'est pas à m'inventer, mais j'avais un médecin qui me disait, vous êtes quelqu'un bien. Ouais. Il m'a dit, vous n'avez pas vu que votre mari qui avait déjà des problèmes, parce qu'il avait des problèmes, hein. C'est l'opération, Ouais. handicapé à 80%, et d'une famille très dépressive, parce qu'il a eu quand même 2 suicides dans la famille. Ouais, Je sais c'est pas trop. rien, bien sûr. 2 suicides, 2 frères. Écoutez, Et mon fils, comme vous dites, j'arrive vous pas êtes à marié avec lui connaître la depuis 50 ans. Vous savez, en même temps, vous ne le saurez jamais hein, maintenant. non, c'est des avocats, tout, mais ils m'ont dit que c'était pas un suicide. Ça, ils me l'ont dit 2 mois après. Je suis retournée à la prison avec ma fille, on l'a beaucoup questionné. Mais vous C'est allez pas vous un suicide. torturer. Vous allez vous torturer avec ça. Et ça vous le rendra pas. C'est horrible. Ouais. Et ça C'est vous le horrible. rendra pas. On dirait que je l'attends tout le temps. Tout le temps. Mais, Et c'est ça que j'essaie de dire aux gens qui me font des fois un peu. mais vous n'avez comme pas ça. fait ce deuil. Vous n'avez pas fait ce deuil, c'est vrai. Oui, j'essaie de dire aux gens, vous savez pas qu'est-ce que c'est de perdre un enfant, de voir un mari malade, et que j'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, même si c'était une femme, pour divorcer, je l'aurais pas fait avec un mari malade. Parce que je suis quelqu'un de très humain. Oui, et puis parce que vous avez un sens du devoir. Et c'est mon devoir, je pourrais peut-être un jour le placer, mais pas abandonner. Parce qu'il arrivera un moment que je ne pourrai pas m'occuper. Parce que C'est-à-dire j'ai que pas là, cette si vous ne image. vous occupez pas de vous là maintenant tout de suite, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous en occuper très longtemps. Hein. Ça, je vous Mais dis. c'est ça que je suis en train de dire. Je l'ai dit, même à lui, mais il ne comprend pas. Je lui dis, tu sais, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Et il ne comprend pas. Et je suis bien chez moi. C'est comme ça qu'il me parle. Et il se couche. Souvent, je lui dis, écoute, elle va aller plutôt dans les jardins un peu plus loin. Là, il va juste dans un petit jardin. Je dis, va maintenant, assieds-toi à l'ombre, prends un peu d'air. Mais je vais voir. S'il est au soleil, parce qu'il ne faut pas qu'il attrape le soleil sous sa tête. Il est très têtu, hein, par contre. Eh oui, c'est pas facile, c'est qu'on n'est pas aidé dans ce C'est cas-là. pas facile, un malade de la tête. Non. Je ne cache pas, pour pouvoir s'occuper. Et je dirais, le calvaire que j'ai eu, ou que j'ai vu avec mon fils, je l'ai dit le jour des obsèques de mon fils, que soit moi, la dernière de maman, à subir cette calvaire. Parce que j'avais un fils en pleine santé. En pleine santé. Un garçon qui faisait 1m82, 80 kilos. Et je me trouve sur lui, on dit que j'ai personne. Je n'ai personne. Et avec votre fille alors? Là, il n'y a pas de nouvelles. Il m'a dit de ne pas téléphoner à ma petite fille. Voilà. Qu'elle a mis le téléphone pour pas qu'il me réponde. Bon. Écoutez. Et donc, j'ai pas de nouvelles. Il n'appelle pas. Bon, on va voir ce qui se passe, on va attendre un peu. Aurora, écoutez-moi, commencez par aller à la mairie et voir un médecin, pour vous. D'accord? Oui. Bon, je compte sur vous et vraiment, bon courage. Je vous souhaite tout le courage du monde. Et je sais qu'il en faut beaucoup. Je me demande même si je pourrais partir parce que mon billet, je l'ai réservé déjà depuis quelques mois et je ne me vois pas au point de pouvoir partir. Ben, ne partez pas, vous allez le changer, vous allez... Ah, attendez, j'ai voilà. J'ai des choses à régler là-bas. Je te dis, je suis portugaise. J'ai des choses à régler avec des personnes, même des travaux et je suis à ce point-là. Je n'arrive pas. Écoutez, tous les jours à dire, j'ai un auditeur qui vient de m'envoyer un message en disant qu'il faut aller d'urgence à l'association La Porte Ouverte, rue des Prêtres Saint-Séverin à Paris. Qu'est-ce que c'est vous, à Nation? Non. À Nation, je ne sais pas, mais vous pouvez regarder déjà. Donc, rue des Prêtres Saint-Séverin, Paris, et là-bas, vous allez pouvoir parler, être écouté, ce dont vous avez besoin. Oui. D'accord? Bon. Merci beaucoup. Au revoir, Aurora.
Au revoir. Caroline, merci, excusez-moi, parce que Non, j'ai non, craqué en larmes. Là, vous avez besoin de parler, vous avez bien fait d'appeler. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Bien, je vous propose maintenant d'accueillir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Je vous apprécie beaucoup comme Caroline Dublanche. J'aime bien vous écouter toutes les deux. Ah bah c'est gentil ça. Et j'aime bien Florent Pagny. Ah bah... Comme Calogero ou Nolwenn Leroy par exemple, voyez. Bon. J'aime bien. Bah vous aimez la variété française? Voilà, c'est ça. Alors qui aimez-vous? Même ancienne, voyez. Oui, donc Calogero et puis... Nolwenn. Voilà, ça ce sont vos préférés. Dans la génération de maintenant, oui. Mais sinon, on va plus dans l'ancien, quoi. Et qui vous aimiez dans l'ancien? Ben, j'aimais bien Alain Barrière, Michel Thor, Michel Sardou, Jean Ferrat, par exemple. Des grands noms de la, Puis j'aime beaucoup la musique classique instrumentale. Vous écoutez souvent? Bon, j'aime beaucoup écouter de la harpe et de la flûte traversière. Waouh! Ça m'apaise, ça... C'est comme quand j'entends de l'eau, par exemple un ruisseau couler, ou en CD, j'écoute beaucoup ça. C'est apaisant. Comme vous dites. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous, Sylvie? En fait, moi, je suis non-voyante de naissance et handicapée des 2 pieds, et j'ai 53 ans. Et j'ai une maman qui est très âgée, que je rencontre de temps en temps, qui est à proximité de mon domicile, du sud-est Rhône. Mais j'ai des amis très éloignés et malheureusement, je suis très seule. Donc je cherchais par l'intermédiaire d'Europe 1 si d'abord je pourrais pas avoir un peu une grand-mère de 65 ans sérieuse et honnête comme amie, et puis surtout faire partie d'un groupe pour jouer de la musique, mais à mi-temps. Ah, vous savez jouer d'un instrument? Moi, petite, j'ai joué du piano. Oui. Ah, j'aime beaucoup le piano, moi. Mais est-ce que vous avez continué? Non, en fait, je le continue parfois pour faire plaisir aux gens, mais je le joue par oreille. Quels gens? Les gens, quand quelqu'un de ma famille me demande, ou quand des amis éloignés me voient de temps en temps, ils me disent tu peux me jouer un morceau, on chante avec toi quand tu joues, enfin voilà. Ah, c'est sympa. Mais malheureusement, des fois je suis démotivée parce que justement, j'ai un tout petit piano, un piano électrique, mais bon, c'est peut-être pas ce qu'il faudrait. C'est déjà pas si mal pour commencer. C'est un piano d'enfant et malheureusement, il fait 44 touches alors qu'il m'en faudrait un de 88. Mais bon, j'en aimerais un qui se transporte, en fait. Parce que j'en ai eu un vrai, ou comment ça s'appelle, comme un synthétiseur, mais qui se transportait pas, quoi. Une fois qu'il était ou branché, ou le vrai piano, c'était fini. Il était posé, puis c'était fini. Dites-moi, est-ce qu'il y a la radio allumée? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un écho. Ah non, est-ce que c'est parce que c'est mon téléphone sans fil? Un haut-parleur? Vous m'avez mis sur haut-parleur parce que... non. Non? Ah bon, parce que j'avais l'impression d'avoir un écho. Ah non. Bon. Peut-être que je change de téléphone. Non, tout va bien, on va rien toucher. On va rien toucher, Sylvie. Vers un téléphone avec fil, je sais pas. Non, tout va bien là. Et donc, ce qui se passe, c'est que je suis très seule. Parce que j'ai déjà essayé de faire partie d'associations ou de sociétés, mais faut aller dans Lyon et c'est très compliqué. Et comme je suis handicapée... Vous habitez Lyon, c'est ça? Moi, je suis dans le sud-est Rhône. Je suis à Vénissieux. D'accord. À environ 10 km de Lyon, voilà. C'est bien pour nos auditeurs, si jamais ils entendent. J'aurais aimé connaître même un malvoyant de naissance qui ait 60 ans environ et qui soit seul. Voyez. Je peux vous demander votre âge, Sylvie? Moi, j'ai 53. 53, d'accord. Je suis née le 31 mars 1964. Et donc, c'est surtout ça. Je me suis rapprochée des petits frères des pauvres, mais ça correspond pas. Ils sont très gentils. Les bénévoles, moi, je les aime beaucoup. Il y en a 2 que j'aime beaucoup. Françoise et Patricia, je les aime beaucoup. Mais ça correspond pas, comment vous dire...
Moi, c'est plus, par exemple, si on organise des goûters ou des petits déjeuners ou je sais pas comment vous dire, qu'on joue de la musique et qu'on écoute de la musique. Mais écoutez Sylvie, vous le dites très très bien depuis tout à l'heure, ce dont vous avez besoin. Même la lecture, si quelqu'un lit un livre. Vous avez besoin de voir du monde, vous êtes très seul et vous avez besoin de communiquer. C'est pour ça que vous nous avez appelés. Donc moi je fais confiance à nos auditeurs parce que vous savez, comme vous avez pu le constater, ils sont très présents quand on les sollicite. Ils donnent immédiatement un coup de main, ils se manifestent. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des gens sérieux et honnêtes, voyez. J'ai même passé des annonces dans des divers journaux depuis 1992 où j'habite seule. Et malheureusement, je suis tombée que sur des malhonnêtes, des pas sérieux. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Même parmi les malvoyants, malheureusement, c'est malheureux, mais je suis pas tombée sur une bonne personne, quoi. Oui, mais vous avez fait plusieurs essais ou ça a été juste... Oui, j'ai fait plusieurs essais, oui. Parce que ça peut arriver. Alors quelquefois... Ça n'a pas été concluant, vous voyez. Ouais. Et ça, je regrette parce que ça me déstabilise le fait... je vais chez la maman, j'ai des amis très éloignés, mais regardez, j'ai une amie à qui je pense qui est dans le 39, j'en ai une autre qui est dans le 27... Bon, elles sont très bien, c'est soit des amis que j'ai connus par l'intermédiaire de ma maman, ou soit quand j'étais à l'école plus jeune. Mais malheureusement, on est trop loin. Ouais. On est trop loin, donc après, chacune sa vie, et après, on se téléphone, on s'envoie des SMS, on se met des messages vocaux, et puis c'est tout après. Mais oui, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact. Voilà. Écoutez, en tout cas, là, j'ai reçu un petit SMS de la part d'Emma qui dit « Je connais une dame qui est non-voyante et qui habite dans votre ville. Et je ne sais pas si elle chante, mais elle a la même demande que vous, c'est-à-dire qu'elle aussi, certainement, connaît la solitude et qu'elle aimerait rencontrer d'autres personnes. » Moi, c'est surtout le fait de jouer de la musique. C'est pas, moi, le chant ne m'intéresse pas spécialement, mais c'est surtout le fait de jouer et d'écouter de la musique ou d'écouter de la lecture ou de partager, d'échanger, voilà, mais d'avoir un contact, de plus être seul. C'est ça. Et puis surtout que les gens sérieux prévoient par la suite de venir me voir ou de venir me chercher, mais pas de façon, je peux pas le faire à plein temps, quoi. Bien sûr. Parce que l'handicap des deux pieds, en parallèle à l'handicap des deux yeux, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, j'imagine bien. Donc c'est pour ça, mais seulement, moi j'aurais aimé trouver même une grand-mère qui est très seule ou même un monsieur malvoyant qui est très seul, malvoyant de naissance. J'ai bien compris votre demande et je pense que nos auditeurs aussi. Donc on fait suivre et on vous tient au courant, d'accord Sylvie ? D'accord, je vous remercie beaucoup et très très bonne soirée. Et moi, vous aussi. Je vous écoute assise ou couchée avec joie et grand plaisir. Autant vous ou Caroline Dublanche, c'est formidable. Toutes les deux, je vous apprécie beaucoup. Et quand quelqu'un de vous est avec Muriel Siron, j'aime beaucoup, vous voyez. Bon, écoutez, merci de votre fidélité. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir, merci Sylvie. aux auditeurs et auditrices et à toute l'équipe. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Notre émission s'achève. Je vous retrouve demain à la même heure, 23h. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Très belle nuit sur Europe 1.